Il y a quelques jours, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Celle des diplômés d'AgroParisTech lors de leur cérémonie de remise de diplôme. Dans cette vidéo, ils critiquent leur formation et annoncent qu'ils comptent déserter les grandes entreprises d'agro-industrie pour ne pas contribuer aux problèmes écologiques et de biodiversité. La vidéo dure 7 minutes, donc ce que je viens de dire n'est qu'un vulgaire résumé de leur discours. Mais ce que je veux pointer ici, c'est qu'ils ont remué une question que de nombreuses personnes se posent. Faut-il quitter les entreprises traditionnelles qui contribueraient à détruire les conditions de vie sur Terre, ou faut-il rester et résister en interne ? Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de prise de recul et de réflexion sur une question que tous les écolos au boulot se sont forcément posées. Est-ce que je reste dans mon entreprise et je tente d'améliorer ses pratiques, ou est-ce que j'en pars pour élever des chèvres dans le Larzac ? Vous pouvez remplacer les chèvres par toute activité qui fait sens pour vous. Donc on va faire le tour de la question ensemble, voir les arguments des deux camps dans la première partie de l'épisode. Et si vous décidez de rester et lutter en interne pour faire changer les choses, je vous proposerai de prendre un peu de hauteur sur ce que ça implique en deuxième partie d'épisode. Alors, tout d'abord, la question de rester ou déserter. Pourquoi est-ce qu'elle se pose ? Je crois que la cause, c'est la dissonance cognitive qu'on peut ressentir quand on voit les pratiques de notre entreprise, qu'on connaît les enjeux climatiques et qu'on voit qu'on est loin d'aller assez vite dans le bon sens. Ça provoque un désalignement entre nos valeurs, parce qu'on veut stopper le dérèglement climatique et ses conséquences dévastatrices, on veut vivre dans un monde sain, et ce n'est en général pas aligné avec ce qu'on voit au quotidien, peut-être même avec ce qu'on fait au quotidien. Et dans ce cas, ce qu'on fait n'a plus de sens. Pourquoi contribuer à une entreprise qui accélère le dérèglement climatique, dont les pratiques ne sont pas compatibles avec un monde qui reste sous la barre des 1,5 degré de réchauffement ? Et c'est précisément là, je crois que se pose la question, est-ce que j'irai pas cultiver des salades en permaculture ? Mais si je fais ça, les choses, elles vont continuer comme elles sont. Elles vont juste continuer sans moi. Ou alors, est-ce que je reste et j'essaye de faire changer les pratiques en interne ? Alors, on va commencer par les arguments en faveur du fait de partir de notre entreprise. Déjà, si on part, on va pouvoir utiliser nos compétences pour faire quelque chose de 100% aligné avec nos valeurs et ne plus être en contradiction au quotidien. En tout cas, sur la majorité des choses qu'on fait. Et si on est plusieurs à partir, à dire aux entreprises que si elles ne changent pas, elles ne vont plus attirer les talents que nous sommes, les entreprises, elles vont se remettre en question et essayer de changer. C'est déjà un petit peu le cas. Mais bon, il faut surveiller aussi que ce changement, ce n'est pas que du greenwashing. C'est une forme de boycott salarié un petit peu. Donc ça peut fonctionner. Et dernier point, c'est que si on part, on va créer de nouvelles règles du travail peut-être, de nouvelles formes de travail, à l'image des coopératives. On va peut-être créer de nouvelles structures où le bien-être au travail et le respect de l'environnement, ça va être les socles de la culture de l'entreprise. Et ça fera beaucoup de bien à ce monde qui a besoin d'exemples positifs qui montrent comment on peut faire autrement. Donc selon moi, on a besoin de personnes qui donnent ce type de signal aux entreprises classiques et de personnes qui créent de belles structures, qui donnent de l'espoir et un exemple à suivre. Ce ne sera pas nécessairement facile, c'est souvent le cas quand on sort des chemins tout tracés, et il faut être préparé à le faire. En tout cas, si votre travail vous vide de votre énergie, que vous ressentez de l'angoisse, une boule au ventre le dimanche soir, que votre entreprise vous sort par les oreilles, a priori, déserter sera peut-être la voie à suivre. Déserter, ça ne veut pas forcément dire créer sa propre activité de maraîchage non plus. On peut très bien rejoindre une entreprise engagée à laquelle on propose nos talents. Et il y a plusieurs plateformes qui sont spécialisées dans la recherche de jobs à impact. Je pense à Shift Your Job,
Jobs That Make Sense, How I Met Your Planet. Je sais pas pourquoi c'est tout en anglais. Mais bon, je vous mettrai les liens en description de cet épisode si vous voulez aller regarder. Alors, on a vu les arguments en faveur du fait de quitter l'entreprise. Voyons les arguments en faveur du fait de rester. Alors, si on reste dans notre entreprise, c'est pour faire changer les choses en interne. Et là, ça touche quelque chose par rapport au désalignement dont je parlais tout à l'heure. C'est la devise d'Écolo au boulot. Redonner du sens au travail à travers l'écologie. Quand on reste dans son entreprise, mais avec la ferme volonté de contribuer à changer les choses, ok, ce qu'on fait au quotidien n'est pas forcément plus vertueux d'un coup, mais on est en action pour que ce ne soit plus le cas. On est en train d'améliorer la situation écologique, et ça fait toute la différence. On n'est plus en désalignement, parce qu'on agit sur notre désalignement. Et en plus, si on arrive à faire changer notre entreprise, l'impact peut tout de suite être massif par rapport à notre action individuelle si on la quitte. Donc on peut se dire que ça vaut le coup d'essayer. De toute façon, le changement, il passe aussi par les salariés. Ils font à 100% partie de la solution. Donc bien sûr, il y a plein de choses à changer dans les entreprises et chacun peut y œuvrer. Donc rester, c'est aussi agir. Si vous aimez votre travail, que vous aimez votre entreprise, eh bien restez-y et changez ce qu'il faut changer à l'intérieur. Nos entreprises, elles ont besoin de personnes qui les font évoluer. Prenez l'exemple de Pauline et d'Alexis qui nous parlaient des collectifs dans l'épisode de podcast précédent. C'est des salariés qui aiment leur entreprise, qui ne veulent pas la quitter et qui veulent l'aider à évoluer, à faire cette transition. Alors j'ai beaucoup parcouru les commentaires sous les posts qui partageaient la vidéo des diplômés d'AgroParisTech et j'étais un peu surprise que les arguments ils soient pleins de reproches envers ces jeunes qui appellent à déserter. J'en ai retenu un peu deux principaux qui revenaient souvent. Le premier c'était déserter, c'est égoïste, déserter, c'est capituler. Alors comme je l'ai dit avant, moi il me semble que déserter, c'est surtout un choix personnel d'aller vers là où on se sent bien et d'aller vers là où on se sent utile. Enfin, moi je me vois jamais conseiller à quelqu'un de rester lutter en interne s'il se sent mal dans son entreprise. Ça n'a pas de sens. Et j'ai aussi lu l'argument que si toutes les personnes qui ont des valeurs écologiques quittent les entreprises classiques, ben ces entreprises, elles vont continuer encore plus à s'enfoncer dans des modèles non soutenables. Parce qu'il y aura plus ces personnes pour sonner l'alerte un petit peu. Ça me paraît une réflexion intéressante, à laquelle j'ai pas de réponse. Cela dit, ça ressemble quand même plus à une peur qu'à une règle mathématique. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, tout le monde ne va pas quitter son entreprise. Juste ceux qui sentent que ce n'est pas là où ils peuvent le mieux agir. Il y a des personnes qui vont rester. Et puis, il y a aussi tout un environnement autre que les salariés qui fait changer l'entreprise. Donc, voilà, je pense pas qu'il faille mettre sur le dos de personnes qui ont envie de partir le fait que si elles partent, mon Dieu, la transition écologique des entreprises ne se fera jamais à cause d'elles parce qu'elles sont parties. Enfin, voilà. Chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est la conclusion de ma première partie. Pour répondre à la question rester ou partir, le point de départ, c'est vous. C'est vous qui sentez où est votre place, quel est votre bien-être, parce qu'il faut que vous soyez bien pour contribuer au changement écologique. Donc, n'écoutez que vous. Ok, alors on a vu les arguments pour déserter ou pour rester en interne et faire changer les choses. Si vous écoutez ce podcast, il est probable que vous soyez déjà en train de mener des transformations internes, que ce soit à votre échelle, avec vos collègues ou plus largement dans l'entreprise. En tout cas, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, j'espère que vous vous êtes mis en action et si vous êtes nouveau, bienvenue. Alors, si on choisit de résister, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on peut être un peu perdu devant la tâche à accomplir, donc ce serait quoi la voie à suivre ? En fait, la tentation dans les entreprises, ça peut être de vouloir changer les manières de produire sans se demander pourquoi on fait les choses. On cherche à remplacer ce qui cause des impacts sans jamais se questionner sur le fait juste de les supprimer, de leur disparition. Je m'explique. On peut toujours commencer par réduire les impacts négatifs de l'entreprise. La majorité des démarches environnementales, elles vont dans ce sens d'ailleurs. On diminue les consommations d'énergie, les consommations de carburant, on limite les gaspillages de ressources, etc.
et puis on compense tout ce qu'on n'a pas réussi à diminuer. Mais bon, il est quand même probable qu'on atteigne un plancher un jour et que ça ne suffise pas, qu'on n'arrive pas à diminuer au-delà d'un certain seuil et on sait qu'on ne pourra pas tout compenser. Donc il est probable que malgré tous ces efforts, on ne puisse pas être compatible avec les objectifs climatiques et les limites planétaires. Donc je crois que notre rôle en tant qu'écolo au boulot, c'est d'amener la réflexion plus loin avec d'autres questions. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour que nos produits ou services consomment moins de ressources, pas uniquement lors de la production, mais aussi lors de l'utilisation. Par exemple, aujourd'hui, on fabrique des voitures en économisant plus de ressources parce qu'on va recycler en interne sur les chaînes de production, on va peut-être même utiliser des matières recyclées pour produire les voitures. Mais si on produit des voitures plus lourdes, au-delà de leur production, quand on regarde le cycle de vie complet, elles vont consommer à l'utilisation beaucoup plus de carburant. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Quel moyen de déplacement consomme le moins de ressources en production et le moins de ressources en utilisation? Je dis moyen de déplacement parce que je repars du besoin, pas de l'objet. Peut-être que la réponse, ce sera le vélo en fait. Tout à l'heure, je parlais du fait de remplacer plutôt que de penser à faire disparaître. Ça s'applique encore une fois très bien au secteur automobile, parce qu'on est tenté de dire qu'on va remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques, mais il y a de sérieux doutes sur la capacité à faire ce remplacement. En termes de production déjà, parce que ça demande beaucoup de métaux rares, extraits dans des conditions sociales un peu nébuleuses, mais aussi en termes d'utilisation. Il faut produire beaucoup plus d'électricité pour des véhicules qui consomment toujours plus d'énergie à l'utilisation à cause du poids et de tout ce qui est électronique à l'intérieur. Personnellement, je ne pense pas que remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques soit la solution. Il faut globalement moins de véhicules pour tenir nos objectifs. Il faut en faire disparaître en volume sur le marché. Mais pour ça, il faut créer d'autres moyens pour se déplacer en parallèle. Bref, je ferme la parenthèse voiture qui illustrait cette première question de comment on consomme moins de ressources matérielles et énergétiques lors de la production et aussi de l'utilisation des produits et services qu'on propose dans notre entreprise. Ça, c'est déjà une bonne question à se poser en interne. Et nos produits ou services, il faut qu'on puisse les utiliser le plus longtemps possible, qu'on puisse les réutiliser, les réparer et en bout de chaîne, les recycler avec le moins d'énergie possible. Ça me fait un peu penser à l'électroménager de nos grands-parents qui durait toute la vie, alors qu'aujourd'hui on le renouvelle beaucoup plus fréquemment. On a des exemples dans l'économie de la fonctionnalité aussi qui encouragent à produire des objets et des services durables parce que les clients ils vont payer pour leur utilisation et pas pour leur possession. En plus des ressources utilisées, il y a évidemment une question de durabilité si on parle d'un produit. Pendant combien de temps ça peut être utilisé une fois fabriqué avant de devoir en refabriquer un? Bon, et la question la plus importante au final, c'est quelle est la raison d'être de notre entreprise? À quel besoin on répond? À quel besoin essentiel on répond? Et ensuite, comment on y répond en respectant les limites planétaires et les objectifs climatiques? Au-delà, on peut aussi se demander quelle valeur notre société elle peut apporter à la société. Pas que sur l'environnement, ça peut être sur du social aussi. Dans ces questions de redirection écologique, il est fort probable que le concept de renoncement surgisse. Alors, c'est quoi le renoncement? Très clairement, pour une entreprise, ça peut vouloir dire de moins vendre. Parfois, ça peut vouloir dire de disparaître de certains marchés, parce que le marché en question, il est aussi probablement amené à disparaître, il n'est pas soutenable. Par exemple, c'est le cas pour toutes les entreprises de mode qui poussent à renouveler notre garde-robe avec la fast fashion, qui poussent clairement à la consommation. De même que l'innovation technologique parfois. Tous les ans, il y a un nouvel iPhone qui sort et qui rend tous les précédents obsolètes à cause de la mise à jour des logiciels, alors que le produit en lui-même, même s'il est un peu vieux, s'il n'est pas cassé, il pourrait encore fonctionner très bien pendant plusieurs années. Donc voilà, est-ce que ça c'est compatible avec nos objectifs? J'ai pas l'impression. Il y a des business models aujourd'hui qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de transition écologique. Et ils nous obligent alors à renoncer à certaines choses. Mais le renoncement, vous l'avez peut-être déjà vécu à l'échelle individuelle. Par exemple, vous avez peut-être renoncé à manger de la viande tout le temps,
renoncer à partir en week-end en prenant l'avion, renoncer à faire des enfants pour certains, renoncer au fast-food, etc. Donc là, il faut renoncer à commercialiser certains produits ou renoncer à la croissance de vouloir vendre toujours plus. On trouve déjà des entreprises qui ont cette conscience et essayent de responsabiliser leurs clients, à l'image de Patagonia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pubs avec écrit « N'achetez pas cette doudoune ». Voilà, c'est un peu l'idée de responsabiliser les clients en leur disant n'achetez que ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'une doudoune, il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment besoin, donc ne craquez pas pour une doudoune si vous n'allez pas la porter. Il y a des chances que évoquer ce sujet, qui frôle celui de la décroissance de l'entreprise, de sa raison d'être, de sa taille idéale, de la restructuration des emplois, des services ou des produits pour faire bifurquer l'entreprise, ça fasse pas rêver. On va pas se mentir, voire ça peut même faire peur. Est-ce que j'ai besoin de préciser que tout le monde a horreur du changement en plus ? Bon, cela dit, on n'a pas besoin de changer du jour au lendemain. C'est tout l'enjeu de la transition. Mais il faut commencer à en parler. Il faut commencer à en parler sans casser ou sans avoir honte de ce qui a été fait jusque-là. Faut pas que les personnes qui ont travaillé toute leur carrière parfois dans, par exemple, une raffinerie, voilà, on va prendre cet exemple-là, elles se sentent honteuses de l'avoir fait parce que on a tous utilisé a priori des produits qui ont fonctionné avec du pétrole, donc on en avait besoin, ils nous ont rendu un service à un moment. Et il n'y avait pas encore la sensibilité qu'il y a aujourd'hui et l'urgence d'agir qu'il y a aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est pas de mettre la honte sur ces personnes-là ou sur l'entreprise pour ce qui a été fait dans le passé, mais plutôt de dire, un peu à la méthode de Marie Kondo, si vous avez déjà essayé de faire du tri dans votre maison, vous avez peut-être vu cette méthode, c'est que vous prenez un objet, vous le remerciez pour tout ce que vous avez vécu ensemble jusque-là, et vous vous en séparez. Voilà, c'est un peu cette idée-là qu'on peut faire en entreprise. Voilà, on fait le constat de ce qui a été fait jusque-là, on se remercie pour ce qui s'est passé, et puis on dit voilà, maintenant comment on fait autrement. Je vais vous donner quelques exemples de renoncement pour que ça soit un peu plus concret. Par exemple, il y a les magasins Biocop qui ont arrêté de vendre des bouteilles d'eau en plastique. Et d'ailleurs, c'était à la demande des salariés sociétaires que ça s'est fait. Donc ils sont sortis d'un marché, parce qu'ils auraient complètement pu continuer à vendre des bouteilles d'eau en plastique. C'est juste qu'ils ont dit non, ça c'est pas soutenable, on va vendre des gourdes réutilisables, mais les bouteilles c'est fini. Et je crois qu'à la place, on peut acheter de l'eau qui a été purifiée, je crois que c'est dit comme ça, avec un filtre dans le magasin. Il y a aussi l'exemple de l'Amazona qui ne va pas lancer un produit tant que l'intégralité des ingrédients qui composent ce produit ne cochent pas toutes les cases de leurs critères écologiques. C'est-à-dire qu'ils pourraient sortir le produit qui se vendrait, mais ils estiment qu'il n'est pas encore assez bien. Ils n'ont pas encore trouvé les ingrédients qu'il faut, donc ils continuent à chercher. Ou alors, il y a l'exemple de la Camif aussi, qui a connu une transformation assez profonde dans les produits qu'ils proposent. Et notamment, ils ont décidé de ne pas proposer de produits non européens à la vente. Et donc, s'il y a des produits s'ils ne trouvent pas certains produits qui sont fabriqués ailleurs qu'en Europe, et ben tant pis, ils ne les vendent pas. Je crois que ça a été le cas pour les micro-ondes. Ils n'ont pas trouvé de micro-ondes européens. Et du coup, ils ne vendent pas de micro-ondes. Des fois, le renoncement, il s'impose. On le voit arriver, par exemple, dans certains domaines, dans certains secteurs, comme l'automobile, avec des réglementations sur la sortie des véhicules thermiques, par exemple. Toute la filière autour des véhicules thermiques, à l'avenir, elle aura plus de raison d'être puisqu'il n'y aura plus de véhicules thermiques. Ou alors dans les stations de ski, là c'est complètement à cause du dérèglement climatique, il n'y a plus de neige. Et donc ces stations, elles se diversifient avec des activités 4 saisons, ou alors elles réfléchissent à comment toute mon économie qui était fondée sur le tourisme, on peut la fonder sur autre chose. Et parfois, on peut en venir au fait de fermer des activités ou fermer des entreprises. Je parlais des raffineries tout à l'heure. Si on est amené à ne plus utiliser du tout de pétrole, les raffineries, un jour, elles vont fermer.
Donc, il y a comme un enjeu de se préparer à ça. Message à l'attention des RH, attention, ça va secouer lors des prochaines GPEC, les gestions prévisionnelles de l'emploi et des compétences. Bon, on doit le faire pour maintenir des conditions de vie sur la planète. Mais est-ce qu'il y a des avantages ? Parce qu'on parle de fermer des activités, de sortir de certains marchés, de perdre des clients. Alors, je pense qu'on perd des clients, mais on gagne aussi des clients qui vont être encore plus fidèles à la marque et on va gagner leur confiance parce qu'ils vont pouvoir acheter chez nous presque les yeux fermés. En tout cas, ils vont pas avoir à faire cette analyse qu'ils font pour vérifier que ça coche tous leurs critères à eux. La confiance d'un client qui va être fidèle à sa marque, je crois que c'est important aussi pour les entreprises. Et puis, ça permet aussi d'anticiper de futurs problèmes concernant des ressources ou des réglementations. Il y a moins de casse sociale quand on a anticipé une situation de fermeture et quand on a pu faire une transition. Il y a des syndicats de salariés qui voient venir la fin ou la forte diminution de leur activité et qui demandent à faire cette transition. Donc, encore une fois, les salariés, ils ont vraiment leur place là-dedans. Ils sont quand même dans les premiers concernés. Donc, voilà quelques questions à mettre sur la table des débats. Quel est le but de mon entreprise et à quels besoins elle répond ? Comment on fait ça en cohérence avec les limites planétaires et climatiques ? Qu'est-ce qu'il faut supprimer ? À quoi on renonce ? Comment on fait autrement ? Qu'est-ce qu'il faut créer ? Et comment on prend soin des collaborateurs quoi qu'il arrive ? On comprend que l'objectif écolo au boulot, c'est plus la transition écologique. Il ne suffit pas de fabriquer de manière plus écologique en continuant le reste comme d'habitude. On parle de redirection écologique. C'est une claire réorientation des activités de l'entreprise. Et on comprend bien là-dedans que le besoin de dialogue, de co-construction et d'imaginer le futur ensemble est vraiment nécessaire. Si on reste dans notre entreprise, on commence toujours par de premières actions écolo qui permettent de se mettre en mouvement, en action, et commencer à aborder le sujet tranquillement. La vraie grosse marche qu'on trouve derrière, c'est bien celle d'engager le dialogue sur cette nécessaire redirection écologique. Ça pose clairement la question du futur de nos emplois. En fonction de la direction écologique que va prendre l'entreprise, les métiers vont nécessairement évoluer, que ce soit en quantité, combien on est à bosser dans chaque service, qu'en qualité, parce que les métiers eux-mêmes, ils vont évoluer, certains disparaître et d'autres se créer. C'est un sujet un peu flippant, avec de beaux débats à l'horizon, mais c'est aussi un sujet passionnant. Voilà, je vous laisse maintenant prendre un temps pour réfléchir à tout ça. J'espère vous avoir donné quelques éléments pour orienter votre décision sur le fait de déserter ou de rester. Et si vous restez, quelle est la tâche qui vous attend en tant qu'écolo au boulot ? Si vous avez besoin d'en parler, je vous propose de participer au premier atelier visio écolo au boulot. On va se retrouver entre écolo au boulot pour discuter autour d'un thème, partager nos expériences et utiliser notre intelligence collective pour s'entraider à dépasser les problèmes qu'on peut rencontrer dans ces démarches qui ne sont pas toujours faciles. Alors ce premier atelier, il sera sur le thème de sensibiliser les personnes à qui on parle au quotidien, sensibiliser son environnement professionnel, donc ses collègues, sa direction, ses partenaires, etc. Ce sera le mardi 28 juin à 18h30, heure de Paris, je précise. Voilà, ce sera en visio. Sur ces ateliers visio, je vais alterner entre les formats midi et 2 ou les formats début de soirée pour que vous puissiez participer aux ateliers sur les horaires qui vous conviennent le mieux. Les deux ont été demandés à peu près à égalité, donc voilà, je ferai un coup chacun. On commence par un atelier en début de soirée et puis la prochaine fois ce sera entre midi et 2. Si vous n'êtes pas disponible pour cet atelier mais que vous souhaitez qu'on échange, je suis toujours disponible via les réseaux sociaux d'Écolo au boulot, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, ou encore via l'adresse email écoloauboulot@gmail.com. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!